Bonjour à tous, chers poditeurs et poditrices. Aujourd'hui, vous allez écouter une émission un petit peu spéciale car ça a été notre toute première émission que nous avions enregistrée il y a environ une bonne année de ça. Une émission en 2 parties sur Cthulhu, Lovecraft, l'univers Lovecraftien, tout ça, pour tous ceux qui connaissent savent déjà de quoi on va parler. Ça va être une émission en 2 parties, une émission un peu plus classique comme vous avez l'habitude de les connaître, et une seconde partie un petit peu plus originale où on vous réserve quelques petites surprises audiophoniques. La prochaine partie arrivera dans la semaine et nous espérons que vous allez apprécier. Bonne écoute. Bonjour, voilà, tous ensemble. Donc, bonjour et bienvenue dans l'émission Éteins ton ordi, le podcast sur culture pop, science, nouvelles technologies, etc. Pour cette première émission consacrée à Lovecraft, je reçois un quatuor, exactement. Un quatuor. Donc, moi, je suis Octorius et je vous laisse vous présenter, vous. Moi, c'est El Gringo. Oui, ouais. La voix est grave. Oui, une voix grave. Il n'y a pas que la voix qui est grave. D'accord, bon. Ouais, c'est un Gringo. Alias Barry White. Moi, c'est Duracell. Et puis moi, la voix féminine de la journée, Druidaria. Parfait, présentez-vous un petit peu, Druidaria, j'ai du mal. Druidaria, qu'est-ce que tu fais dans la vie, comment es-tu venu jusqu'ici? Bon, tu vas pas répondre que je t'ai vu. Voilà. J'étais attirée par le bar qui était en bas en fait, pour tout dire. Oui, on dira pas ce que le bar. oui, exactement. Non, plus sérieusement, je suis rôliste. Oui. L'ensemble de la table. Oui, nous sommes tous d'ailleurs dans le même club. Dans le même club de rôlistes, en plus. Coucou SF. Coucou la SF, le Space Bridge. Bonjour SF. Bonjour. Dédicace au SF. SF représente. Ouais, bon. Oui, et puis voilà, on m'a demandé si je voulais venir discuter, donc je viens discuter, foutre la merde et compagnie. Voilà, c'est très gentil à toi. C'est déjà quoi en fait la thématique? La thématique, c'est une science qui est très bonne, surtout quand on parle de la sienne. Exemple, mathématiques. Quoi le bas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler du mythe de Cthulhu, de l'œuvre de Lovecraft. Ah, ça va les gars. Et, 2 minutes 20. Je vous emmerde. Non, pas ici, ça purée. Bon, alors je vous emmerde ailleurs. Et sinon, qu'est-ce que je disais? Ah oui, ouais. Le mythe de Cthulhu. Le mythe de Cthulhu, Lovecraft. On va aussi parler de Lovecraft, l'auteur lui-même. Que dire sur Lovecraft? Il y a plein de choses à dire. Donc pour commencer, Lovecraft, il est né en 1890. Podcast suisse en Suisse. Oui. Il est né en 1990, Google Translate. Voilà, à Providence sur Rhode Island. C'était un passionné de littérature parce que dès 5 ans, il a écrit sa première nouvelle en 1896. C'était la petite bouteille en verre, donc que je n'ai pas lu. Nous avons ici. Sérieux? Oui. Ah c'est parfait. Tant mieux pour toi. C'est ça, génial vos vies. Donc, un peu plus tard, en 1893, son père va être interné pour troubles mentaux et il mourra en hôpital psychiatrique. Sa mère, pareil, un peu plus tard, va être internée. Donc, ses 2 parents vont mourir dans des hôpitaux psychiatriques. On a compris, le monsieur il a une hérédité chargée et ça se sent. Oui, ça se sent beaucoup. La folie est très importante dans son œuvre et c'est même une part essentielle de son œuvre et aussi même du jeu de rôle, puisque c'est le jeu de rôle L'Appel de Cthulhu qui a lancé le perte de santé mentale sur les personnages. Mais ça, on va y revenir. J'allais dire Cthulhu.
Cthulhu ne cesse d'écrire. Le mythe dépasse l'œuvre. Le mythe dépasse l'œuvre. Cthulhu qui écrit sur Lovecraft. L'homme n'est rien, l'œuvre tout. Donc Lovecraft va collaborer pour le magazine Weird Tales où il va publier la plupart de ses nouvelles. Et il meurt en 1937, le 15 mars 1937 d'un cancer. Et Bon. ouais. En plus, je crois que c'est tout seul qui meurt. Oui, il est mort il est mort dans le sans le sou et tout seul. Comme un pauvre pouilleux. Non, on parle du mythe, pas d'époux. Je veux dire, il est mort comme la plupart de ses persos en même temps. Non, Pas faux. la plupart de ces persos, c'est ils savent qu'il y a quelque chose, ils veulent l'apprendre, et ils sont frappés par une malédiction extragalactique / séculaire / blasphématoire. Voilà, c'est un peu le fil rouge de toutes ces œuvres. En fait, on retrouve souvent la même forme de récit sur ces œuvres. Il y a un personnage qui va apprendre quelque chose qu'il ne devrait pas apprendre. Il va utiliser ce savoir et il va se faire slasher par des monstres ou des. Lâché. Enfin, il va se faire. Ah. Ouais, bon. Il va se faire hacher menu. Sukiyaki. Slash, ça faisait un peu slasher, genre. Non, mais comme. En fin de. Non, mais slasher, genre slasher movie, tu vois. C'est jamais très tendre. Ouais, bon. À savoir que Lovecraft n'a pas collaboré qu'avec Weird Tales, mais avec beaucoup d'autres auteurs. Alors Weird Tales, c'est pas un auteur, hein, c'est un magazine. Mais c'est vrai qu'il a collaboré avec plein d'autres auteurs. Il avait une correspondance très 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 chargée. On lui doit 100 000 lettres dans sa correspondance. Ah oui. Actuellement, on l'aurait traité de spammer. On n'en connaît que le 5e actuellement. Oui, c'est ce qui est absolument énorme. Surtout qu'il écrivait ça à la machine. Qu'est-ce qu'il a dû se faire chier. Il pouvait même pas faire backstep pour... Ça n'existait pas. Ou Delete. Lilith, là, c'était direct la poubelle. En fait. Non, il pouvait utiliser parfaitement des rouleaux de scotch Ah, ouais, pas faux. ou des lames de rasoir pour biffer certains caractères. Je savais pas que ça se faisait à l'époque. Tu gratouilles. Ah, ça s'appelle la gratouille. Tu grattes l'encre. Oui. J'en apprends tous les jours. Ah bah, Ce soir, je m'endormirai moins con. C'est ce qu'on appelle de la rétrotechnologie. Tu ne peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre, c'est trop ancien. Trop tard. Nous, les grands anciens, nous savons. Oui. Moi de vieille, je te dirais rien. Je crois que le plus vieux, c'est... Je sais pas quel âge tu as, toi. Non, mais Et un tu peu. le sauras pas. C'est enregistré. Espèce d'impoli. Ouais. De toute façon, le plus vieux, c'est Cumulonimbus. Ça s'est chargé de pluie. Ah, oh, putain. Le temps qu'elle arrive. Bon. Clic, clac, clic, clac. Donc oui, Lovecraft avait énormément de correspondants, et parmi ces correspondants, des auteurs qui reprenaient ces récits et qui imitaient, en fait, c'est ça, ils imitaient le... Oui, et il puisait dans cette sorte de matière de Bretagne qui était le mythe, et en faisait quelque chose de bon, Robert Bloch, Robert Howard, de différent. Plus tard, on trouve, bien que Lovecraft n'a pas travaillé avec eux, on trouve Silverberg, on trouve Stephen King, ou de calamiteux Auguste Derleth. Alors oui, Derleth, il faudrait qu'on parle un petit peu de lui, parce que c'est lui qui a saccagé le plus le mythe. Exécuteur testamentaire, le mot n'est pas trop fort. Oui, en fait, qu'est-ce qu'on lui reproche au fait, à Derleth? L'adjonction de plusieurs éléments, des 4 éléments en fait du mythe de Cthulhu, à savoir Cthulhu pour la mer, Itakwa pour l'air, Rtuga pour le feu et probablement Shudemel pour la terre. Et tout cela n'a rien à voir avec ce sentiment d'impuissance et de dépassement cosmique qu'a voulu Lovecraft, car ces dieux-là se combattaient entre eux selon Derleth. Or, tout espoir était radicalement impossible chez Lovecraft. Oui. Il y a aussi ça, c'est qu'il me semble que c'est Derleth qui a introduit la notion de sort, d'êtres humains en fait, pas qui se convertissent, etc., mais qui sont naturellement, étranges à eux-mêmes. Non, je ne crois pas, on peut parfaitement... Pas dans le sens non, mais pas dans le sens cultiste. Non, mais pas dans le sens cultiste. Non, pas dans le sens qui sont à l'intérieur du culte, en fait. Mais qui dans le sens... Non, mais c'est pas ça. Arrête. Non, tu me fais chier.
Ah bon, laisse tomber. Non, c'est intéressant, c'est Tout intéressant. ça pour ça. C'est intéressant. Donc Derlet a développé, selon toi, une dimension d'hommes qui peuvent dépasser leur destinée. Voilà, c'est ça. Des super-héros. Ça des- fait chier quand c'est véhicule. Ce qui est magique, c'est que les trois, on avait compris, mais on essaie de dépatouiller. on te laissait ramer. Allez, vous pouvez aller. Mais je crois que c'est surtout Brian Lumley qui a fait cette chose-là, qui a introduit Elysia, qui a introduit des contre-dieux qui sont bons. Par exemple, Cthulhu, il y a Ctanide, Yog-Sothoth, il y a Yat-Thanag. Attends, des dieux qui sont bons, et tu cites Cthulhu parmi les dieux qui sont bons. Non, c'est le frère de Cthulhu. Ah oui, Ctalide. Ctanide, ouais. C'est juste- Yog-Sothoth, il y a Yat-Thanag. Yog-Sothoth est un frère de Cthulhu. Non, de Yat-Thanag. Yat-Thanag. En fait, si tu veux, c'est le principe de dualité. Et en fait, pour chaque dualité, c'est comme des jumeaux, tu vois. D'accord. Alors, pour chaque dieu, t'as un dieu. Ouais, t'as un dieu bon pour chaque... Ce qui Mais- édulcore passablement le mythe. Ouais. Mais qui a permis d'introduire à Lumley cette sorte de notion de surhomme, de personnes dédiées qui vouent sa vie entière à combattre les dieux et à être plus homme que nature. Mais il n'y a pas de... Mais c'est pas Derlet. C'est Lumley celui-là. Mais il n'y a pas de manichéisme dans les œuvres, dans les pures œuvres de Lovecraft. Non. Il n'y a que du désespoir. Sachez qu'il y a Voilà. du noir. Il n'y a que du noir. Il y a que de la folie. En fait, c'est même pas une notion de bon ou de mal, c'est de la folie, c'est tout. C'est la folie, c'est la déchéance, Voilà. c'est la pourriture, c'est l'étranger aussi, car Lovecraft était tout aussi xénophobe que la plupart de ses contemporains, mais au moins il l'écrivait, il a réussi à transcender ça dans une autre dimension que la haine de populations autres, de minorités autres. Ah ouais, d'accord. Mais c'est vrai qu'on lui avait reproché d'ailleurs les personnages, par exemple noirs, sont toujours représentés de manière un petit peu caricaturale ou de manière un peu simplette. C'était tout le temps le cas à l'époque en même temps. Ouais. C'était l'archétype Ouais. de l'Africain. Étant le pharaon noir ou celui qui vient de l'Orient ou Ouais. par exemple, et il y a aussi des juifs qui sont décrits de manière assez terrible, ou bien des hommes jaunes, à ne pas, comment dirais-je, à mettre en rapport avec ce que Sax Rohmer, dans les années 1890-1900, je crois, avait décrit sur Fu Manchu. Par exemple, C'est quoi Fu Manchu? c'est le terrible criminel oriental qui sévissait en Angleterre, les romans de Sax Rohmer se vendaient comme des petits pains. Enfin, plutôt, les petits pains se vendaient comme les romans de Sax Rohmer. Mais il me semble qu'en plus, c'est une de ses références à Lovecraft. Enfin, il s'est inspiré, ça l'a inspiré ou bien. Je ne sais pas, mais il y a peut-être une sorte de double appel, c'est-à-dire Lovecraft, entre Lovecraft et puis Sax Rohmer, par exemple, entre Lovecraft et puis d'autres auteurs. Il y a cette course, par exemple, entre Lovecraft et Robert Bloch, plus connu chez les cinéphiles pour être le scénariste de Psycho. Il est toujours pas mort celui-là? Maintenant, il est mort, mais Psycho, ça date des années 50. Bah ouais. Ouais, donc... Il était. Alfred Hitchcock présente. Oui, la fameuse série Alfred Hitchcock présente. Ouais. Donc Psychose, et puis il a écrit beaucoup d'autres choses, Robert Bloch. Même chose pour, je crois, il y a encore d'autres auteurs de fantastique qui sont devenus plus célèbres après la mort de Lovecraft que Lovecraft lui-même. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, je me demandais, mais tu disais Bloch, l'autre auteur que tu disais avant, Sax Rohmer. Sax Rohmer, je parlais d'inspiration en fait. Tu connais les différents auteurs qui ont inspiré Lovecraft? Alan Poe. Oui, ça c'est clair. Il y a aussi Typiquement. Conrad. Robert Howard. Parce que je sais pas si le Conan le Barbare était sorti avant les En premières... même temps. En même temps. Ils se connaissaient Lord les deux, Dunsany. en fait. Ah, ils se par connaissaient. contre. Ouais. Comment? Lord Dunsany, Ouais. le bateau blanc. Alors c'est qui Lord Sally? Alors, je ne pourrais pas le dire. Peut-être que Google est notre ami à tous et nous allons pouvoir le faire après le montage. Oui, exact. Voire même pendant. Les dents. Ouais. Ce que je sais en tout cas, c'est qu'une des œuvres qui a vraiment inspiré Lovecraft, c'était justement Au cœur des ténèbres de Conrad. Parce que justement, ça parlait de la xénophobie,
d'ailleurs. Et de la C'était viande un qui peu descend importante. aux enfers Voilà. aussi. Exactement. Donc il y a toujours cette histoire de décrépitude, de condamnation. Déchéance. Rappelez-moi juste le nom de l'auteur. Non. Le nom de l'auteur. Nous rembobinons l'émission. Oh. Nous trouvons sous vos yeux, Lord Dunsany. Voilà. D-U-N-S-A-N, lettre complémentaire, le Y. Merci. Recherche en cours, veuillez patienter. Downloading. Pendant ce temps, Parmi les auteurs, parmi les correspondants de Lovecraft, il ne connaissait personnellement aucun d'eux. Ils se sont jamais rencontrés entre... si très rarement ils se sont rencontrés, Lovecraft étant quelqu'un, pas de pantouflard ni de casanier, se serait affiché trop de bonté, de valeur positive à ce trait-là. Ce serait plutôt quelqu'un de renfermé, d'anxieux. Isolé. Comme ses persos. Comme ces persos. Enfin, peut-être pas tous. Il y avait... Pas tous, non. Je pense que Francis Morgan ne l'entendrait pas de cette prothèse. qui... C'est celui qui, avec Armitage et Lianfer, ont coursé l'abomination de Dunwich à Dunwich. Donc, l'abomination de Dunwich, pour ceux qui voudraient ne pas se faire spoiler, et pour ceux qui veulent se faire spoiler, Oui, et donc en fait, Tu l'avais lu on va spoiler. Spoiler les trois professeurs le coursent et le tuent en fait. Exactement. Ouais. Alors que l'autre est mort à la bibliothèque, mangé par le chien. Ouais. Le chien. Mais comment il s'appelle déjà ce chien en plus C'est Napoléon. Oui. Oui, c'est Napoléon. Oui, c'est ça. Donc, C'est la une qui... vous vouliez savoir pour Lord Dunsany, en fait, Oui. c'est le fondateur de la fantasy moderne. Attention, spoiler. Bah non. Dans sa voix, il a juste lu la première phrase sur Wikipédia. Non, non. Bah, écoutez, Attention, bibliographie. j'ai fait un bref résumé. C'est le fondateur de la fantasy moderne. Non, parce que s'il fallait vraiment tout dire ce qu'il a fait, Non. c'est un écrivain, poète, blablabla. Non, mais je voudrais... Alors, Oui. Lord Dunsany, par exemple, Sheridan Le Fanu, par exemple, pour Carmilla, on a d'autres auteurs contemporains ou un peu plus tardifs. Je ne sais pas s'il a connu, par exemple, Jean Ray, qui a écrit Malpertuis, ou Les Aventures d'Harry Dixon. Il me semble à part ça qu'il avait, comment on appelle ça déjà, un échange de lettres là. Oui, il avait un correspondant français, Ouais, je crois aussi. Le mot passant, il me semble que c'était un de ses correspondants. Pas en passant, je sais plus qui c'était, mais et en fait, c'était un moment où il voulait arrêter d'écrire. Et c'était justement son correspondant français qui l'avait poussé à continuer à écrire. Ah, c'est pas mot passant. Oui, il me Non, semblait. c'était pas Maupassant. Maupassant était peut-être déjà un petit peu froid à l'époque. Ouais, non. Oui. c'est pas- Bah non, Maupassant. Maupassant, il est mort au 19e siècle. Non, mais justement, non. Il me Mais, semblait qu'il était mort à... Oh, je sais plus. Bon, bah, attends. Bon, Recherche l'histoire, en tu sais, cours. franchement. Wikipédia est notre ami. Voilà. Bon, Wikipédia Wikipédia, est en même notre seul ami. En même temps, Wikipédia, il suffit de faire edit et on fait revivre un auteur, alors. C'est pas faux. Guy de Maupassant. Wikipédia, le fondateur de Zombie Apocalypse. Alors peut-être que je me suis complètement trompé de siècle, hein, remarque, c'est possible. C'est un Il peu est- comme moi. Il est mort en 1893 Ah bah, c'était pas long. et, C'était 100 ans avant Jurassic Park. et Lovecraft était né en 1890. Donc effectivement, ils se sont connus. Non. Il est mort quand il avait 3 ans. Quoi? Ah, il est mort à... Mais il me semblait qu'il était mort à 30 ans, Lovecraft. Lovecraft, non, il est mort un peu En plus. 1937. Il avait la quarantaine, là. Le début de la quarantaine. Ben, remarque, avec la maladie qu'il a, c'était normal qu'il soit en quarantaine. Je suis vraiment un inculte des dates, moi. Je voulais aussi parler du cosmicisme. C'était, en fait, Lovecraft faisait aussi partie d'un mouvement de pensée, un mouvement littéraire qui s'appelait le cosmicisme. Vous savez ce que c'est? Bah, je suppose que c'est par rapport à des dieux extérieurs qui seraient... Enfin, un panthéon de dieux cosmiques. En fait, le cosmicisme, c'est un mouvement littéraire qui a été développé par lui-même, par Lovecraft. Ce sont des histoires qui sont basées sur l'horreur, la psychologie et l'occulte. Et un métissage d'aliens et de possession, enfin d'aliens et de... Tout ça, tout ça. Voilà, tout ça. Tout ça. Donc, c'était pas une croyance. Pas du tout, c'est un mouvement littéraire.
A, comme par exemple le matérialisme, comme par exemple ce genre de choses. Quoi. Le matérialisme, Le romantisme. ouais, plutôt le romantisme. Le matérialisme, c'est plutôt une. Le cubisme. Voilà. Bon, voilà. Le matérialisme, le cubisme, le communisme. Différents mouvements, oui, mais mouvements de pensée ou... Mais matérialisme, c'est un mouvement littéraire, j'ai l'impression. C'est un mouvement littéraire? Ah oui. C'est possible. Mais là En encore, même temps, là, c'est pas vraiment le sujet. On pourrait commencer à aborder le mythe de Cthulhu. Le terme mythe de Cthulhu n'est pas de Lovecraft. lui Lui, de, devinez quoi, d'Erlet, son exécuteur testamentaire, voir si avant dans le podcast. Tu me détestes, hein. Pas seulement moi. Ouais, bon. oui, il y a la plupart de ceux qui aiment les œuvres de Lovecraft détestent tous Derlet, puisque justement, c'est cette espèce de manichéisme abject. Non mais Blasphématoire. blasphématoire qui ça ruine la froideur de l'œuvre. Oui, parce que justement le Cthulhu est très loin d'être le dieu ou l'alien ou le monstre d'autre dimension. Lovecraft n'est jamais très précis sur la nature de ces monstres. Ça, on y reviendra plus tard. Mais Cthulhu est loin d'être le plus puissant. Mais il est le plus connu. Il est le plus connu spécialement parce que c'est le seul entité qui est sur Terre. Sous l'eau, ouais. Cousin du Kraken. Eh ben juste, Release the Kraken. il y a beaucoup de gens pensent que Lovecraft s'est inspiré du mythe du Kraken pour créer Cthulhu. De lui et du dieu poisson. Poséidon. Non, si tu regardes sur Wikipédia. Oui. Oui, j'ai bossé un petit peu avant de venir. Cette émission est sponsorisée Par par... Wikipédia. Alors attends, Dieu poisson, je mets. Non, tu regardes Cthulhu, tout simplement. Et par le dieu du poisson. Mais c'est pas de la mer ou du poisson, tu dis? D'un dieu poisson. Ah, d'un dieu C'est poisson. un peu comme la petite sirène, mi-femme, mi-tombe, bah là c'est un dieu poisson. Voilà, ouais. Mélange de mythologie européenne, le Kraken des Scandinaves et du Proche-Orient, Dagon, le dieu dragon. Dagon, justement le plus ancien des profonds, qui est là pour assurer à Cthulhu sa place une fois que la tombe de R'lyeh sera de nouveau sur Terre. Mais Stéphane nous en parlera plus, étant donné que c'est lui qui a préparé cette partie. Oui. Tu viens de spoiler en fait la suite du podcast. Non, je l'annonce. C'est un effet d'annonce. C'est un... C'est un cliffhanger. C'est un fil rouge. Bon, on y va là. Cthulhu qui est in Maribou. C'est-à-dire quoi? Cthulhu qui est sous les mers. Parle devant lui. Lovecraft avait un autre terme pour sa cosmogonie de monstres, pour représenter son œuvre, il l'appelait comment? Il appelait ça des Yog-Sothoth. Des Yog-Sothotheries. On a perdu le Grimaud. Non mais c'est vrai en plus. En gros pour lui c'était des conneries mais... Bah oui. Je sais pas s'il avait écrit aussitôt le Panthéon De actuel. toute façon, son panthéon est tellement disparate que, par pas exemple, on pourrait reprendre la formule d'une biographie d'un acteur français. On pourrait dire que son panthéon est décousu. Ouah. J'ai pas compris la référence. Talon qui est décousu. Panthéon décousu. Merci. D'accord. D'accord. Tu Ok. prends une petite touche comme ça, à chaque fois qu'on sent une grosse ânerie. Oh, j'ai ça. Hein. Juste. Les 20 points de caution intellectuelle supplémentaires ont été fournis aujourd'hui par Drudaria. Voilà. Aïe. Moins fort, moins. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc Cthulhu est inspiré du mythe du Kraken, de Dagon, qui est une divinité philistine. Que l'on retrouve dans la Bible. Ouais, qu'on retrouve dans la Bible aussi. Dagon intervient aussi dans les œuvres de Lovecraft. Oui, c'est le profond. On l'appelle Père Dagon. C'est le profond, la créature des profondeurs, du Deep One, qui est le plus ancien. Son pendant féminin est Mère Hydra. Mais c'est Lovecraft qui en parle lui-même. Oui, et d'ailleurs, il y a une nouvelle qui s'appelle Dagon. Ouais, Nous en parlerons ultérieurement. exactement. On va parler plein de choses d'Ivoire ultérieurement. C'est ça qui est bien avec le mot ultérieurement. Alors, oui, les œuvres de Lovecraft, donc comme on en avait dit, elles regorgent de monstres.
même si au premier abord, ils n'ont pas spécialement de rapport les uns avec les autres. D'après cette mythologie, l'être humain n'est pas le seul animal vivant intelligent, loin de là. Il est entouré par des dieux extérieurs, ou des anciens, ou des grands anciens, ou des monstres, ou des aliens, on sait pas trop. La première catégorie regroupe des divinités, la deuxième des races extraterrestres, dont certains ont été divinisés par des groupes d'adeptes humains, parce que justement les humains qui connaissent un petit peu les arcanes du Panthéon vouent des cultes à ces créatures. Dans l'espoir d'en tirer quelques avantages, évidemment, qui sont passagers, étant donné qu'ils vont être pulvérisés par la divinité une fois qu'elle vient, mais ça, ils ne savent jamais. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Les noms les plus célèbres, les noms qui reviennent le plus, c'est Azathoth, Nyarlathotep, Shub-Niggurath, Yog-Sothoth, Astur et bien entendu Cthulhu. Est-ce que c'est des monstres, c'est des extraterrestres, c'est des monstres d'autres dimensions? En fait, qu'est-ce que c'est? Is it a bullet? Is it a plane? Is it a train? No, it is a super Cthulhu. Non, mais ça dépend lesquels en fait. Par exemple, typiquement, Cthulhu, c'est un extraterrestre Voilà. qui vient de la planète Xoth. Et puis, mais Astur, à part ça, Astur, c'est pas un dieu lui par contre? Oui et non, mais il vient aussi d'une planète. Donc c'est un extraterrestre plutôt. Absolument. Donc en fait, ils sont tous des extraterrestres. Oui et non. Il y a des créatures aussi qui n'ont rien à voir avec les dieux. Genre typiquement les espèces d'hommes-poissons là qui me font penser à du murloc. Les qui sont, Stagnac, oui. Bah eux c'est pas des dieux, c'est pas des extraterrestres non plus, c'est des espèces de créatures qui étaient là quoi. Ce sont des serviteurs des Voilà. dieux. Ce sont des humains d'ailleurs. Oui et Pas non. Non, ils peuvent se mélanger avec, je t'en Voilà. Ah, mais c'est pas des humains qui sont devenus des... À la base, si tu veux, c'était des extraterrestres, puis ensuite ils sont mélangés à la race humaine, et après c'est des humains qui se convertissaient À leur culte. au culte et qui Qui devenaient se des transforment prophètes. en qui ne savent pas le poids de leur hérédité et qui sans doute après sont pris d'une subite envie de piquer une tête vers la mer. On les a plus jamais revus. C'est se tirer une balle. Ça, c'est pour éviter d'aller dans la mer. On les a plus jamais non plus revus, remarque. Car la mer n'est pas un golfe clair. Hein? Un quoi? Un golfe clair? C'est Merci, pas grave. merci Charles Aznavour et oui. Ok. Mais il me semble qu'il y a des dieux, des véritables dieux dans la Panthéonie. Oui, Nyarlathotep, ça, Et c'en est Azathoth. un. Alors, un Nyarlathotep est fondamentalement différent de Cthulhu. C'est pas un extraterrestre, c'est un dieu. C'est un dieu. Bah, Azathoth aussi est un dieu. lui. Azathoth, alors on peut dire, est-ce que ce sont des dieux ou des principes? Par exemple, il y en a qui disent que Nyarlathotep c'est le principe de la télépathie, plus ou moins, ou que Azathoth c'est le chaos nucléaire primaire, c'est l'instigateur du Big Bang, c'est celui qui est au milieu de la galaxie, De la galaxie de l'univers. de l'univers. Et sans doute d'autres univers aussi. D'accord. Donc en fait, on a vraiment les dieux, les extraterrestres monumentalement plus avancés que les humains, et les humains qui vouent un culte aux extraterrestres. Ah, exactement. En fait, si tu veux pour être plus précis, tu as des principes, genre Azathoth, Nyarlathotep. Tu as ensuite des races extérieures qui se font passer pour des dieux, Cthulhu. Comme Les les dieux Goa'uld. extérieurs. Comme quoi? Comme les Goa'uld. Stargate. Stargate, on en parlait avant l'émission. Bon, alors tu prends un tournevis et tu joues à MacGyver, et puis peut-être qu'une fois tu te retrouves dans Stargate. Mais donc, et puis ensuite, t'as les monstres. Genre, enfin, t'as les monstres, puis ensuite t'as les cultistes. Ouais, en dessous. T'as les êtres humains lambda après. Ouais. Alors, je crois qu'il y a les grands anciens, Tulu, par exemple. Non, mais en fait, je disais la hiérarchie, t'as les Oui, principes. oui. On a les dieux extérieurs comme Yog-Sothoth, comme ce genre de choses-là. On a les serviteurs des dieux, comme les profonds. On a les races indépendantes, supérieures ou inférieures. Par exemple, les ghouls, c'est races indépendantes inférieures. Les larves stellaires de Cthulhu, ce sont des rejetons de Cthulhu. Mais c'est une race supérieure de serviteurs. Les chiens de Tindalos, race supérieure de serviteurs. Ça a été développé par Frank Belknap-Long, les chiens de Tindalos, par exemple. Nous avons des races, supérieures. Le Chthonien, par exemple, Brian Dudley, Chthoniens, dont leur dieu est Shudonel, et les enfants, c'est des Chthoniens de plus ou moins grande génération. Par exemple,
Donc, ce qu'on a oublié de dire, c'est que Duracell est notre encyclopédia cthulhiana personnelle, et autrement, on se sert de Wikipédia. J'ai des lacunes dans l'ignorance, veuillez m'excuser. Donc on sait que c'est un extraterrestre, mais c'est un grand ancien pour les... T'as écouté ce qu'il a dit, c'est ce qu'il vient de dire. Oui, moi j'étais... Tu fouillais, donc Ouais, voilà, tu t'écoutais pas. Voilà. Ça valait la peine que tu con, il s'écarte. Un petit witch. Alors, selon Lovecraft, il a été banni du système de Xot par les dieux, les très anciens. À présent, il est exilé au cœur du Pacifique Sud, dans la ville de Herlier. Petit village assez sympathique. Voilà. Et pas de la chambre Sa non de faune, clients. sa flore, absolument pacifique. C'est en fait un tombeau où il est condamné à une profonde léthargie. Si vous aimez le poisson, allez à Herlier. Voilà. Et les algues. Donc si vous êtes japonais, allez. T'as même les tentacules, c'est magique. C'est génial. Tentacule. Si vous aimez la géométrie, vous allez retrouver tous vos problèmes que vous avez eus à l'université pour la géométrie non euclidienne, mais nous y reviendrons. Oui, on va revenir aussi. La description de Cthulhu, il est décrit comme Voilà. Ouais, tout à fait bon. Ouais, mais ça, je vais y revenir après. Donc, Cthulhu est d'une laideur horriblement monstrueuse, qui fait perdre instantanément la raison à celui qui la voit. Son physique... Moi je dirais ça, cette petite anecdote-là, ça dépend si tu es... si on parle des romans ou si tu parles du jeu de rôle. Parce qu'au jeu de rôle, il suffit de faire un 1 sur ton jet de dés et tu perds qu'un point de sanité. Donc, Oui, Un point de scène, c'est un point de scène. oui, bon, d'accord. oui. C'est un point de santé. Mais c'est... Mais à certains moments, t'es plus à un point de Sam près. Oui. Tu m'as jamais dit à ton terme. J'ai déjà nettoyé un groupe entier faisant voir une divinité suprême. Il y a tout le monde qui s'est occupé l'instant d'après de monter les murs à la seule force de leurs gencives. Moi j'ai envie de dire, rappelle-toi d'un fameux personnage qui, je crois qu'il était à ta table, qui a regardé Azathoth et qui n'a perdu qu'un point de san. Oui. Et il y a aussi ce genre de personnes très chanceuses. Mais c'est Trop comme- chanceuse. Tu te retrouves face à face au gars de... Ah, ok. Ok. C'est comme les champignons vénéneux. Voilà. On peut en manger une fois. Ah mais pas 2 fois. Une fois, oui. Son physique est en contradiction avec les lois naturelles. C'est ce que Lovecraft décrit dans l'appel de Cthulhu. Nul ne saurait décrire le monstre, aucun langage ne saurait peindre cette vision de folie. En même temps qu'on n'a pas d'imagination, on peut dire nul ne peut décrire. C'est très simple. Alors, je vais vous décrire quelque chose de monstrueux, mais j'arrive pas à le décrire, très simple. Ce chaos de cris inarticulés, cette hideuse contradiction de toutes les lois de la matière et de l'ordre cosmique. C'est comme ça qu'il décrit. En même temps, ouais, c'est pas faux ce que tu dis. Donc, en fait, ce que tu sous-entends, c'est que à ce moment-là, Lovecraft était un peu en perte d'inspiration et a simplement- Exactement. Et dit, Mais comment mon tu- imagination ne suffira pas, c'est le lecteur qui fera le reste. C'est un peu facile. C'est maintenant, vous avez Cthulhu et vous le coloriez vous-même. Le 1 représente le vert, le 2 représente le vert, le 3 le vert foncé, le 4 le vert clair. C'est une des techniques qu'il utilise souvent, récurremment dans son œuvre, pour pouvoir inciter le lecteur À se dépasser. à rentrer dans l'univers et pouvoir lui-même imaginer l'effroi, sa propre manière de voir l'effroi. C'est Et à pour ça- dépasser sa propre imagination. Mais je suis étonnée que toi, tu dis ce genre de trucs de Lovecraft, en fait. Mais c'est pour ça que certains disent de Lovecraft que c'est un mauvais écrivain. C'est pour ça. Ah ouais? Oui. C'est ce recours à ce procédé que certains pourraient qualifier de simpliste. Ah, tu fais partie des certains, parce que tu viens quand même de nous le dire, là. Il fallait bien que j'amène un autre son de cloche. Je sais, la cloche c'est moi, mais à part ça. Mais non, on n'a pas dit ça. Bon, Je veux bref. pas voir ton bâton. Bon, on va pas rentrer dans ce registre, on y a été tout à l'heure. On a réussi à en sortir. Je toutes les vais deux. bouder. Non, mais moi je trouve ça quand même assez
exemplaire. Dans le sens Justement, où ouais. il laisse la possibilité au lecteur d'imaginer. Il donne du pouvoir au lecteur. Voilà, c'est ça. Stephen King le fait aussi, mais d'une autre manière. Et je préfère la manière de Stephen King, je te dirais. Et en même temps, Mallarmé l'a fait très bien aussi. Il était toujours aux frontières de l'indicible aussi dans ses poésies. Donc voilà. Donc je ne sais pas si les critiques sur Lovecraft sont valables ou pas, mais il fallait quand même signaler cet élément que certaines personnes n'aiment pas le style de Lovecraft, parce que par contre, là où il est extrêmement détaillé, méticuleux, précis, c'est lors de description d'ouvrages. Il entremêle des ouvrages fictifs avec des ouvrages réels. Il entremêle des situations réelles avec des situations fictives. Il observe, il se documente à fond sur chaque chose qu'il dit ou sur chaque texte qu'il est en train de réviser. Il a corrigé par exemple une nouvelle de Robert Bloch et il amène beaucoup plus d'éléments réalistes que Robert Bloch n'a bien voulu le faire. Il faut aussi dire qu'il était très bon dans la description de la folie et des réactions face à l'horreur indicible. Oui, tout à fait. En même temps, il s'y connaît en folie. Il y avait qu'à voir ses parents. Mais d'ailleurs, je pense il me semble qu'il s'est inspiré directement de ça. Alors, je ne sais pas si il s'est inspiré ou si ça a transpiré dans ses écrits de manière naturelle, étant donné qu'il pouvait enfin dire quelque chose sur ses parents. Mais ça serait de la psychologie de bazar sur lequel je ne m'étendrai pas. Je laisse ça plus aux amateurs de mythologie, de café de commerce, que de critique littéraire. Donc tu viens de me traiter de... Non, encore pire. Ouais, Ah, pire. très gentil. Hein. Il t'en prie. On pourrait revenir sur les différents termes que Lovecraft emploie dans ses livres, comme les The Old One, The Great Ones, The Great Old Ones, The Mighty One, The Elder One, The Elder Thing, The Over One, The Outer One, The Deep One, The Ancient One, Bon, The Ancient Race, certes. The Great Race. Il n'y a pas beaucoup de tout. Ouais, voilà. Il y a beaucoup de One. C'est pas fini, hein. The Elder Gods, The Non, Gods of Earth, On a God of compris, Dream. On a compris, ça va. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? En fait, tous les Faut compter jusqu'à 1 seulement. 1, 2, 3, 3, 4. 4. Donc il y a plein de personnages récurrents dans Lovecraft, comme par exemple les profonds, qui sont les Deep Ones. Oui. Donc alors déjà, qui sont les profonds? Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une race extraterrestre qui est venue avec Cthulhu, il me semble, à la base. Ce sont les Mignons, les serpents, Voilà. Les servants de Cthulhu. Ils sont mélangés à l'humanité. dont le plus ancien s'appelle Dagon. Et si Dagon meurt, ce sera le plus ancien des profonds qui se réappellera Dagon. D'accord. Il peut y avoir plusieurs dragons. Non, un seul à la fois. seul à la fois. Oui, mais Comme le Terry Pirate Robert. C'est Faut vraiment qu'on fasse la culture, là. c'est comme les Hydra aussi. d'accord. Par contre, les rejetons de Cthulhu, ce sont les larves stellaires de Cthulhu. Ah, je me suis trompé. D'accord. Mais donc quelle est la différence entre un profond et une larve stellaire? Une larve stellaire ne ressemble pas à un humain du tout. D'accord. Et c'est vraiment un fils d'eux, pratiquement. C'est une engeance de Cthulhu. Fils de Cthulhu. Un fils de Cthulhu. Ça va encore, mais quand tu te fais traiter de larve amorphe de Tsathoggua, t'as pas envie de te relever. Quoi, En même temps, est-ce que tu peux? Bah, quand tu es amorphe, Putain, t'as pas de forme. Hein. Non, mais c'est qui Tsathoggua? Tsathoggua, c'est un autre dieu qui vit dans le gouffre de Nkai. D'accord. Ah, donc Cthulhu, c'est pas le seul dieu sur Terre. Ah non, pas du tout. Hein. Ok. Il y a Biatis, il y a Siaiga, il y a Tsathoggua, il y a Atlaknacha. Comme je disais, Duracell, notre encyclopédie actuliana. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a les cultistes, ce sont des personnages aussi qui reviennent beaucoup dans les œuvres, que ce soit de Lovecraft ou de ses correspondants. Qui sont les cultistes? Ce sont des êtres humains qui se sont convertis simplement au culte. Ou qui se sont laissés tenter. Aux divers cultes. Oui, qui se sont laissés tenter. Par le pouvoir, souvent. Hein. Oui, ou par la technologie. La technologie? Oui, aussi. Comme par exemple, celui qui murmurait dans l'ombre, c'est un cultiste. Rappelle-moi.
celui qui murmurait dans l'ombre. C'est une des nouvelles de Lovecraft où Oui, tu as cette espèce de perse. Il est au fin fond je crois Du Vermont. Du Vermont, voilà. Voilà. C'est exactement celui-là. En fait, c'est un type, je crois que c'est un professeur ou un journaliste qui va chercher un fermier. Attention, spoiler. Non, mais je vais pas dire plus loin. Enfin, si, en fait. Oui, effectivement, spoiler. C'est un peu le but. Qui va chercher justement Enfin, il a une correspondance avec un fermier du Vermont qui est confronté à des horreurs extraterrestres. Enfin, on comprend, nous, en tant que lecteurs, que ce sont des extraterrestres. On comprend même que c'est les fungi du Goth. Ah, bah, si on a assez de connaissances comme toi, oui. Bon, je disais donc, en fait, l'histoire de celui qui murmurait dans l'ombre. D'ailleurs, je crois que c'est même pas... C'est celui qui chuchotait... Dans les ténèbres. Dans les ténèbres, voilà. Il y a aussi le rôdeur près du seuil, mais ça c'est une autre. Ouais. C'est une autre nouvelle. Il y a plein de nouvelles avec des noms aussi farfelus que celui-là, Oui. aussi sympathiques. Et l'histoire raconte en fait, simplement au départ, c'est une correspondance entre un journaliste ou professeur dans une ville et un fermier à la campagne qui a découvert justement des habitants qui viendraient en fait d'ailleurs. Et au fur et à mesure que le fermier en connaît plus, au fur et à mesure, en fait, il se fait attaquer par ces extraterrestres. Et puis au bout d'un moment... Le style d'écriture change. Voilà. Et d'ailleurs, je me disais, c'est assez récurrent la confrontation entre les personnages qui viennent des villes et les personnages qui viennent des campagnes. Et souvent, ceux qui viennent des villes comprennent pas beaucoup de choses et ont comment dire, moins d'instinct, je dirais. Oui. C'est intéressant ça, oui. J'ai surtout l'impression qu'ils arrivent justement de l'extérieur. Mais c'est ça, non mais c'est Donc, une reproduction justement qui a. Donc c'est même pas qu'ils viennent de la ville, c'est surtout qu'ils viennent de l'extérieur, c'est des étrangers. Il y a un double élément, effectivement. Il y a le gars qui vient de la ville à la campagne et qui lui-même se fait attaquer par des créatures étranges. Donc il y a une double notion d'étrangeté. Étrangeté en fait pour le personnage donc, qui vient justement de la grande ville et qui connaît rien à la campagne et qui vient justement en terre inconnue et il se fait attaquer par des choses qui viennent encore d'ailleurs, qui sont même pas issues de l'endroit où il va. Et là en l'occurrence, en fait le fermier se convertit justement comme on disait tout à l'heure. En fait il se convertit pas plus exactement. De nouveau c'est la technologie. On ne comprend pas exactement parce que Lovecraft le décrit pas exactement, mais il se fait en quelque sorte posséder ou manipulé par les extraterrestres. Mais... Et il y a cette fameuse scène justement où le type de la ville arrive devant ce fermier, voit qu'il a un peu changé et en fait ce fermier lui présente et essaye justement de le convertir au culte par la technologie en lui présentant une autre personne qui s'est convertie à cette race d'extraterrestres et qui a placé son cerveau dans une sorte de boîte de conserve. Voilà. Ouais. Pour résumer, c'est bien ça. C'est une boîte de conserve qui peut parler, qui est capable d'interagir avec son environnement. Vous voyez le professeur Simon dans le Capitaine Flamme. C'est ça, mais en boîte de conserve. Voilà. Moi, je voyais aussi Futurama. Avec oui, exactement, Futurama. D'ailleurs, il y a beaucoup de références coutumiennes dans l'œuvre de... Je crois. De Futurama ? Oui. Non, comment il s'appelle le créateur de Futurama ? Il s'appelle le créateur de Futurama que nous allons regarder plus tard dans Wikipédia. Voilà, cherche-moi Wikipédia. Peut essayer tes notes qui sont fausses, regarde. Elles sont pas fausses mes notes. Elles sont incomplètes. Je suis complet. Donc voilà, c'était pour parler des cultistes justement. Donc c'est soit la conversion religieuse ou soit la conversion par le biais de la manipulation, par le biais de la technologie. La conversion n'est pas forcément consentie. Oui. Religieuse, c'est souvent consenti. Souvent, mais parfois, il s'agit de liens ancestraux, de pactes passés. Ah, tu es le petit gardien de la famille. Eh ben, rejoins le culte maintenant. C'est ton devoir. C'est ton devoir. Je vais te faire une offre que tu ne pourras pas refuser. Surtout s'il y a un joli tableau. D'ailleurs, je n'ai pas le temps de t'expliquer. Tu es à moi. Nous avons des soldes sur les petits cadets, donc au rayon. Oui, ça, à ne pas confondre avec les Opel cadettes.
Coca-Cola exit. Tu te souviens maintenant, à part ça, de la nouvelle dont je te parlais tout à l'heure, avec tous les démons là qui... J'avais dit que j'avais des lacunes dans l'ignorance. Bah. Et celle-là ne fait pas partie de mes lacunes. J'ignore, je ne sais pas ce que c'est. Désolé, je crois que je vais retourner à l'asile de Arkham. Mais c'est pas les horreurs de Saint-Martin ou quelque chose comme ça, non, c'est peut-être pas ça. Mais je ne sais pas. En tout cas, c'est pas Martine ou Luna Park, ça, c'est sûr. Mais parmi les plus connus, attends, il y avait les cultistes, il y avait... Ah, t'es toujours sur ton truc de monstre. Hein. Il y a aussi les individus qui essayent d'avoir de manière unique des pouvoirs, qui cherchent. C'est pas seulement des cultistes, c'est aussi des érudits isolés qui cherchent. Oui, il y a beaucoup ce côté des érudits, des professeurs, des universitaires. Par exemple, celui qui se prend ou qui croit être Zon Metzamalek, mais je ne sais plus dans quelle nouvelle, et qui se fait ravir par une sorte de bague, de bijoux maudits. Ah oui, quand vous trouvez un objet, un livre, souvent dans les récits d'Heroic Fantasy, de Sword and Sorcery, c'est bien, mais pas dans Lovecraft. C'est toujours mauvais, toujours. Ah, mais il n'y a jamais rien de positif en même temps. Sauf le site des anciens, à la limite. Le site des anciens, à la limite, c'est bon, mais c'est tout. De toute manière, tu perds la scène. Alors la SAM, c'est l'abréviation de santé mentale, et c'est un terme typique pour le jeu de rôle, la P2Q. Oui. On pourrait faire les terres de Lovecraft, les lieux. On a Erlier, on a Innsmouth, on a le Vermont, on a Arkham, l'asile d'Arkham. Toutes les villes imaginées par Lovecraft, à savoir déjà les 4 qui sont sur la Nouvelle-Angleterre, Kingsport, Dunwich, Arkham, Innsmouth. Attends, Dunwich n'existe pas ? Du tout. Le Père Noël n'existe pas non plus. Comme quoi. Enfin, bref. La Miskatonic University. Qui est dans Arkham. Oui, l'asile d'Arkham. Qui est dans Arkham. Et qui est chez Batman aussi. Oui, on pourrait faire un petit parallèle parce que l'asile d'Arkham de Gotham City est directement inspiré de l'asile d'Arkham de Lovecraft. C'est ça ou c'est une pure coïncidence ? Je ne sais pas. En fait, c'est pas exactement une pure coïncidence. Il s'est inspiré comme ça. Oh gosh, de la Batman. fiction. Mais, non, mais Ça faut serait savoir une qu'en fait. coïncidence, quoi. Non, ouais, franchement. Mais faut savoir en fait simplement que dans la culture populaire, Arkham c'est un nom qui revient souvent, qui est inspiré justement de Cthulhu, de la fête de Cthulhu et des œuvres de Lovecraft en général. Bon, en même temps, tu prends le premier qui dame dans la rue, tu lui demandes ce que c'est Arkham, il va te parler de Batman, il va jamais te parler de Lovecraft. Ça c'est. Par contre, le deuxième Kidam, peut-être. Ça dépend si t'es à la Borde. Ouais. La Borde étant un quartier. Oh non, en fait il s'est renouvelé maintenant. Regarde. C'est là où se trouve le Space Fringe. Placement J'allais produit. Placement. J'allais dire oui, exactement, mais il y a aussi beaucoup d'Africains là-bas. En fait, la Borde est un milieu de trafic en tout genre, organes, drogue, africains. Des à 4 faces. T'es à 4 faces. Ou à 5. Ou à 10. Ou à plus. Ou le jeu le plus pratiqué, Donjons et Dragons. Donjons et Dragons. Enfin bref, donc... Oui, donc Arkham, c'est quoi ? C'est une grande ville, c'est une petite ville Alors c'est entre les deux. C'est une ville qui Dans la... est suffisamment petite pour que tu aies l'impression de la connaître et suffisamment grande pour que tu ne la connaisses pas. Puis j'ai l'impression que ça dépend en fait des nouvelles aussi. Des fois t'as l'impression que c'est quelque chose d'assez énorme où tu te perds, puis des fois c'est quelque chose de minuscule. Ah, ouais, c'est les deux justement, c'est les deux. C'est un peu comme le ranch des Ingalls qui a l'air petit quand tu le vois de l'extérieur et quand tu entres c'est énorme. C'est vrai. Il faut savoir aussi qu'en fait, Arkham, c'est une ville dans la ville. Enfin, t'as la ville d'Arkham, qui est une ville dans la... Non mais vous les voyez pas, cher... Putain, merde.
On Vous, les les cons. voyez. Bah Non, mais je lâche pas, je disais simplement Tu que paquets. la ville d'Arkham, c'est une ville dans la ville d'Arkham. L'hôpital Et, Sainte-Barbe d'Arkham. C'est vrai que et en fait, c'est souvent ce qui donne la profondeur. Si tu lis bien les nouvelles, c'est souvent ça qui donne l'impression d'une immensité de la ville d'Arkham. Et aussi les dédales de la bibliothèque Miskatonic. Miskatonic vient en fait de la rivière. Bon, ça aussi, Mesquatamac. elle est aussi, il me semble, inventée, hein, cette rivière. De toutes pièces. Atome d'eau par atome d'eau. Et donc, en fait, l'université Miskatonic, le nom vient de justement la Miskatonic River. Et Miskatonic Tiens, River qui vient tu peux me passer le livre de Toulouse qui est là. Bon, Sinon, t'as Google Images. Voilà, la... Ah merde, ils disent pas la Et référence. maintenant, un gros plan de l'image sur le micro numéro 2. Non, parce qu'en fait, voilà, il disait c'est l'université dont Lovecraft s'est inspiré pour l'université Miskatonic, mais ils disent pas laquelle l'université. Mais Elle ressemble on beaucoup s'en à fout, une c'est- clinique que j'ai visitée à Moscou. Ah ouais. Un truc assez énorme comme ça aussi, des escaliers. Tu me diras, la plupart des universités, enfin, c'est rare qu'une université soit pas un peu grande. Ah non, mais À quand part on- les universités populaires où effectivement On est arrivé devant l'université et que les potes on était là, oh putain, c'est Poudlard. Mais l'université Miskatonic, c'est une université de quoi? C'est une université de il y a toutes les facultés. toutes les facultés? Et ceux qui manquent de facultés sont à l'asile. Ah, il faut sortir le bruit là. Pas me poire là. Oui, exactement, parce que j'adore trop le truc révélateur. Ceux qui manquent de facultés sont à l'asile. D'accord. Alors, dans quelle nouvelle l'université Miskatonic est révélée à partir de... Révélée, je ne sais pas, mais en tout Ouais. cas, elle est bien décrite dans l'abomination de Voilà. Dunwich. Je crois que c'est la première apparition, il me semble. Peut-être que le professeur Armitage vient dans d'autres nouvelles. Je peux aussi rechercher dans mes références que j'ai dans mon sac qui est dans les profondeurs immémoriales. Je crois le qu'il- studio d'enregistrement. Bon. Attends. Alors maintenant, un petit quiz pendant que je cherche. Qu'est-ce que donne Cthulhu si l'on lui balance une bombe atomique dessus? La réponse de Sandy Peterson, créateur du jeu de rôle, c'est il revient 20 minutes plus tard, mais radioactif. Elle est très en colère. Ça, Donc, Il n'est pas content. pas content, pas content, pas content. Henry Armitage. C'est probablement c'est le 5e pilier de l'université Miskatonic, c'est le bibliothécaire de l'université. Il possède tous les ouvrages les plus rares et même ceux dont vous n'avez jamais entendu parler, ou bien si un petit peu, genre le Necronomicon, mais bon, ça, on peut faire dessus. Hein. Et je pense la première occurrence de ce cher Henri, Saint-Henri pour les universitaires, et très exactement, je cherche dans ma doc, Armitage. Ils en parlent pas aussi dans l'affaire Charles Dexter Ward. Oui, je pense. il me Il semble semble. qu'elle a été parue après l'abomination aucune idée, de ça. Dunwich. Alors, Armitage, Henri. Alors, Certainement pas Henri Dess. Henri Armitage, 1855-1939. Putain, c'est précis. Ah putain, il est mort déjà. Il n'est pas vivant. C'est comme le chat de Schrödinger. Si, il est moyennement vivant. Non, un personnage littéraire n'est ni mort ni vivant. Non mais Bien au contraire. Mais non, mais je parlais dans le sens justement de l'œuvre de Lovecraft et je croyais pas qu'il avait fait mourir. Oui, c'est dans l'horreur de Armitage. Dunwich que Henry Armitage apparaît en premier. Donc, c'est Effectivement. mais ça, ouais, il me semblait pas qu'il le faisait mourir, ou alors j'ai oublié. Non, c'est d'autres auteurs qui le font mourir. Ah. Parce que n'oublie pas que le mythe de Cthulhu, c'est un peu comme la matière de Bretagne. Il y en a un qui lance l'idée et puis après... regardez le nombre d'auteurs Alors, dont l'ouvrage Encyclopédia Arthuriana fait Ouais. mention à la fin. Approche le livre du micro qu'on puisse voir. Alors, gros plan sur le micro numéro 1. Compte le nombre de pages surtout. Non mais Non, mais il doit y avoir à peu près une Oui, il y en a beaucoup. quarantaine de pages. de plaisante. bibliographie, une dizaine, en tout cas. Non mais t'inquiète pas, il sait pas compter au cas où t'as pas encore compris. Non, mais c'est pas une question que je... 2, 3, plein. 1, 2, C'est pas une question que je sais pas compter, c'est que ça sert à rien de montrer un livre. Hein. L'arithmétique, c'est de savoir compter jusqu'à 20 sans enlever ses chaussettes.
Enfin, ça, je disais une trentaine, quarantaine d'auteurs. Voire plus. Entre les auteurs qui font du jeu de rôle, entre les scénaristes, les scripts de films et par exemple, on peut citer, outre Auguste Derleth, on peut citer Lynn Carter, on peut citer, qui a fait beaucoup d'ouvrages sur Cthulhu. John Glassby, par exemple. Keith Herbert, mort récemment, qui était un des scénaristes pour l'appel de Cthulhu et qui a fait un supplément sur la ville d'Arkham, pratiquement, mais rue par rue, maison par maison, PNJ par PNJ, personnage non joueur par personnage non joueur. Et c'est basé sur quoi pour faire... Sur différents écrits de Lovecraft et d'autres auteurs. Il a réussi à camper une cité complètement imaginaire de manière très réaliste, avec les horaires de départ de train, les tarifs de bus, de télégraphe. Donc il l'a décrit comme une ville de à peu près de quelle taille? Entre une ville et un village, justement. C'est à peu près la taille de Morges, quoi. Ouais, mais pour ceux sauf qui que connaissent. Morges- Oui, pour ceux qui connaissent Morges, c'est à peu près la taille de Salut, c'est Morges. Aix-en-Provence. Pour ceux qui connaissent Aix-en-Provence. Pour ceux qui- Ah, bordel, ce... Sauf que C'est un peu Morges, plus petit que New York, en fait. sauf que Un chouille. sauf que Morges, à l'époque, n'avait pas une bibliothèque de 100 000 ouvrages. Oui, c'est l'université Miskatonic a une bibliothèque complètement colossale par rapport à la taille de la ville. Pour son époque. Et pour son Oui. époque. C'est juste un trésor en étagère. Et il y a effectivement une partie qui est interdite au public. Absolument. Il y a même Les des enfants. livres qui Et n'existent aux pas. enfants. Les enfers, pas les enfants. Et aux enfants, j'ai... Et aux enfers. Les enfers, c'est vrai, on appelle ça, c'est une partie de bibliothèque qui n'est pas destinée au public. Ça, je crois que il y a la Bibliothèque nationale de France qui a une partie qui s'appelle les enfers, Ah ouais. Et qui est interdite au public. qui est interdite au public. Traditionnellement, les bibliothèques ont une partie Ouais. qui est interdite au public. Tu dois avoir des autorisations, etc. Et ça s'appelle les enfers de la bibliothèque. Demande à Oliver, un membre du Space Fridge, qui est lui-même bibliothécaire. Il s'appelle Death Lord. Death Lord. Qui est MJ de Cats, la mascarade. Mais on s'en fout. Probablement que sa prochaine partie sera la Miaou. Et donc Keith Herbert a fait a fait 4 villes, justement, Dunwich, Arkham, Innsmouth, et Ah, il a fait Innsmouth. il a fait aussi Innsmouth, ouais. Ah, ça c'est cool ça. Alors, Non, mais- notre ami Octorius essaye de se rattraper en ouvrant pour la 3e fois un supplément de jeu de rôle qui s'appelle La demeure de Rier, probablement mal traduite parce que c'est aux éditions Sans Détour. Bouh, les traducteurs. Traducteur, traître, on le dit en italien. Traduttore, traditore. Tu t'es bien préparé. Ouh là là. Je crois qu'on s'est tous bien préparés. À part Parce que... Duracell, 20 qui n'a ans pas de eu préparation. besoin du tout Mais de lui, se il est près de préparer. l'essence, quoi. Je peux aussi décrire Innsmouth sans trop de problèmes. Alors, vas-y, décris-nous Innsmouth. Mais j'étais parti sur Lier. Ah voilà, décris-nous Herlier. Bouh, mais... Alors, quoi ce Sinon, podcast décris-nous de ton merde style, ça va aussi. Alors, pour ceux qui veulent que je décrive Lier, tapez le 1. Pour ceux qui veulent que je décrive Innsmouth, tapez le 2. Pour ceux qui veulent que je fasse n'importe quoi, tapez le 3. 3. La somme de tous les nombres entiers supérieurs à 0 est égale à moins 1 sur 12. C'était notre quart d'heure podcast science, mais maintenant on va le refaire à la manière podcast science. Donc voilà, c'était n'importe quoi par Duracell. Bon, alors, D'autres questions je m'excuse pour Podcast Science, qui est une émission de qualité. Fonce pour la couche de son. Bouh. C'était pour... C'est le genre de truc à se faire allumer par d'autres podcasters, ça. Hein. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre en même temps? C'est la première fois qu'on va le faire. Et puis Au bas de la En page, même vous temps- verrez un lien sur podcast science. En même temps, je vais vous dire un truc. S'ils nous allument, c'est qu'ils nous ont écoutés. C'est qu'il fait- Ah ah. Ou alors qu'il y a eu un retweet. Il y a eu un tweet mal Non, placé. un retweet. Un retweet. tweet, motherfucker.
Non. Voilà. Non, j'aime beaucoup Alors le podcast maintenant, il nous science. reste deux choix. Si vous voulez périr à Arlier, allez au paragraphe 400. Non, mais moi je Si propose vous de. voulez périr à Innsmouth, allez au paragraphe 183. Voilà, 183, j'aime bien. Allez, on va commencer par Innsmouth, je propose. Innsmouth. Allons-y. Alors je feuillette. Ah voilà, le livre dont vous êtes le héros, édition Gallimard. Voilà. Donc voici Innsmouth. Alors il faut savoir qu'il y a une grande statue à la grande place de la ville, une statue décapitée. Ah bon Et qu'il y a quelques familles régnantes, les Marsh, les Sargent, dont un vous amène sympathiquement le bus d'Arkham vers Innsmouth. Peut-être encore 2 ou 3 familles dont j'ai oublié le nom, mais qui sont oubliables. Alors, Innsmouth aussi est très isolé par rapport au reste des États-Unis, puisque les trains ne s'y arrêtent plus, les Oui. trains ne sont plus entretenus, les rails sont plus La entretenus. Nouvelle-Angleterre est isolée par rapport à tout le reste des États-Unis. Non, c'est qu'il y a désolé, personne qui- désolé. La Nouvelle-Angleterre, il y a le réseau du Boston and Maine qui fonctionne très bien. Il y a une ligne de Boston and Maine qui va de Arkham à Boston. Après, c'est bon. Non, mais bon, faut dire, il y a personne qui a envie d'aller à Innsmouth, quoi. C'est surtout ça. Non, c'est pas que personne n'a envie d'aller à Innsmouth, c'est que personne n'en est revenu. Si. Non. Bah, si, il y a, comment il Je veux dire, Je s'appelle suis pas d'accord. tu vois. Ah, comment il s'appelle L'autre, là. Oui, lui. Voilà, celui-là, là, celui dont vous parlez, tout à fait. Quel autre? L'autre ou Non, l'autre, celui-là, c'est le mien. Attends. Ah non, je croyais que c'était le mien, celui-là. Ah non, l'autre. Ah oui, Oui, l'autre, c'est le l'autre, tien. voilà. Non mais il reste qui ça y est toi. Non mais j'en veux pas, ça va, garde-le, l'autre. Une explication sera faite dans le back web de notre page web. Le pack web. Une page non référencée par nos moteurs de recherche, mais qui sera tout à fait accessible pour ceux qui arrivent à hacker l'URL. Alors, si jamais, juste pour que tu le saches, Duracell, la nouvelle dont je parlais tout à l'heure, avec tous les milliers de démons qui s'est échappé Tu dans parles les de affaires, l'ombre sur Innsmouth. c'était dans les abîmes Oui. du temps. Ah, la Bible du temps, extraordinaire. Extraordinaire. Un texte dont j'ai filé les références à Monsieur Octorius en face de moi depuis hier soir et qu'il n'a pas eu le courage, le cran de télécharger les 853 kilo-octets. Vous croyez qu'il allait les dire pages, mais en fait non, c'est des kilo-octets. Donc pour dire... Ah, mais là, Depuis il le temps, est il toujours aurait en pu train le de faire, chercher le nom du héros de Ombre sur Innsmouth. Donc, Ça doit être le seul qui s'en est sorti. Voilà, Non, c'est son nom indien, le seul qui s'en est sorti. Robert Olmsted. voilà. Mais il parle On s'en justement de fiche. personnes qui sont revenues aussi Oui. avant, mais qui étaient un petit peu tarées, quoi. Oui, bah, en tout cas, Robert Olmsted, il s'en est sorti. Et Zadok Allen, non. Il ne s'en est jamais sorti. Mais à part ça, Il est mort, Zadok Allen. Juste avant qu'il soit mort, il a fait cette ultime révélation à Olmsted. C'est le clochard. C'est le clochard qui en savait trop. pauvre Clodo. Ah, puis t'as aussi une des Miss qui se marie avec le... Oui. Donc, non, t'en as plein qui parlent d'Innsmouth. Ça, c'est Il y en a, Oui, il y en a- il y en a c'est plein. ça. Et il y a surtout, mais ça nous en parlerons plus tard, Asenath Way. Bah, ça je connais pas moi par contre. Si, c'est avec cette nouvelle d'échange de personnalité. Ah, Eh oui. Ah oui Mais nous en parlerons plus tard. Donc, ah oui, moi pas. Ah oui, ça, je l'ai écouté il y a pas longtemps. eh oui. Donc, Il est trop cool. oui, indique. Donc, maintenant, donc il y a des familles régnantes. Il y a aussi une sorte d'église, l'ordre ésotérique de Dagon, dans lequel ça donne à des rites absolument blasphématoires Et ils ont déjà des bijoux. de famille. Les Barnabas, les Marsh, les Marsh, les Sargent, ce sont des bijoux qui se sont transmis de génération en génération, donc des bijoux de famille. Il y a aussi la raffinerie d'or Marsh qui est au-delà de Innsmouth, un petit peu dans les banlieues de Innsmouth. Oui, je sais, parler de banlieue, c'est assez drôle. Et bizarrement, cette raffinerie n'est pas opérationnelle. Par contre, il y a de l'or qui sort tout le temps. Comment? Eh ben, c'est que Innsmouth a fait un pacte avec les profonds et l'or, ma foi, ça coule de source. D'accord, donc ils ont énormément. Oui, sur une île non loin d'Innsmouth qui s'appelle Huntley, l'île du diable. D'ailleurs, à propos d'îles éloignées du continent, ça se trouve où à peu près? En Polynésie.
Polynésie. Je pense que c'est pour ça que les Français ont fait quelques essais. Les essais nucléaires en Polynésie, c'était Enfin, une explication. contre Cthulhu. Non, pour qu'ils mutent. Vous- Parce vous- que je te rappelle, qu'est-ce que ça donne une bombe nucléaire larguée sur Cthulhu 20 minutes plus tard, il revient, mais radioactif. Non, Et pas content. Je croyais que c'était Godzilla, moi. J'ai les caractéristiques de Godzilla, ça reviendra. Donc, Cthulhu versus Godzilla. non, c'est le tag team Cthulhu with Godzilla, en fait, versus Humans. Oui, Godzilla versus Humans. Alors, donc, il y a ces familles régnantes, les gens meurent à peu près dans la 30e, 35e année, et bizarrement, leur tombe est remplie de cailloux, parce que, en fait, eux, ils ne sont pas là, ils sont dans l'eau, ils sont devenus des profonds, car héritage Ah, familial... on a oublié le famille, spoiler etc. alerte, là. Bon, mais bon, tant pis. Bon, tant pis, c'est un ourson. Non, Attends, je vais te laisser parler. Fallait pas lui le demander, on a pour 3 minutes de nouveau. Oui, Attention, spoiler alert. et c'est Retard. normal, vu qu'on parle d'Innsmouth, vu que c'est une sirène. bah oui, il y avait pas des sirènes. Non, mais c'est pas ça, mais le mythe des Parce que les profonds, c'est un peu avec des sirènes. des sirènes, effectivement, c'est proche. Des gens qui font couler des bateaux, des gens qui... Ouais, donc c'est proche du mythe du Kraken, c'est proche des naufrageurs, c'est proche d'un peu tout ça. Mais à Innsmouth, il y a autre chose. En 1927, l'opération Covenant. L'opération Covenant a été dirigée par Edgar Hoover, non, pas le vendeur d'aspirateurs, donc Edgar Hoover, patron du FBI, pour éradiquer la peste d'Innsmouth, la maladie d'Innsmouth. C'est cette maladie dégénérative qui transforme les gens en des personnes qui marchent un peu de biais comme des grenouilles, avec des drôles d'esquamation au niveau... Ouais, bon, il les transforme en profond. Mais ça, Petit à petit, dans toute leur vie. ces éléments-là sont consignés dans un dossier. Donc en fait, En fait, là, on est en train de virer sur le jeu de rôle. Non, Non. 1927, le raid d'Innsmouth, c'est pas le jeu de rôle. C'est Delta Green, non? Non plus. C'est c'est décrit. c'est dans quoi? C'est dans une Le nouvelle? cauchemar d'Innsmouth, je crois. En tout cas, il y a le raid des fédéraux qui a... Ah mais oui, c'est vrai puisqu'il l'avait Innsmouth, Ouais, c'est il pas- l'avait écrit un an avant sa mort. Exactement. Donc en 1920, en quelle année? 27. 1927, il était, c'était quelques années auparavant. Hein. Ah. Donc Hoover aurait rasé Innsmouth. Donc, dans, Enfin, Lovecraft dans a le fait canon que Lovecraftien, Hoover- oui. Dans l'univers Lovecraftien, Hoover aurait rasé Innsmouth. Oui. Avec le FBI. D'accord. Parce qu'il y a une détention d'or illégale, entre autres. Bah oui. Massive, d'ailleurs. Massive, effectivement. Et en fait, il s'avère qu'il y a loin de cela, il y a un des habitants d'Innsmouth qui avait fait un pacte avec des profonds pour avoir de la richesse, du pouvoir, tout ça. Et puis la petite contrepartie qu'il y avait en bas du contrat, c'était la dégénérescence programmée et le fait que effectivement, my ding ding dong, my tralala, c'est qu'il y a des profonds qui s'accouplent avec des femelles humaines. Par rituel. Non, il Sauvagement. on dans la case. Ah d'accord. Goulum goulum. Oui, ou bien dans l'eau. Oui. Il faut remarquer aussi que les profonds, c'est assez drôle, parce que les mères, enfin les femmes, sont très jalouses et tuent leur mari quand ils peuvent, Quand ils peuvent. quand elles peuvent. Ce qui fait que les maris, pour essayer d'accroître la population, s'emparent des femelles humaines. Ça c'est pas dans le cauchemar d'Innsmouth, ça. Non, c'est développé plus tard, mais aussi dans le canon de Lovecraft. D'accord. C'est Lovecraft qui l'a Donc, écrit, ça. le canon Tu de l'as décrit. Lovecraft, Matière de Bretagne, même chose. Ouais, tout ça. Donc, c'est... Mais, donc, Innsmouth, voilà ce que c'est. C'est une ville maudite, Mhm. avec très peu de personnes qui sont encore saines d'esprit et de corps.
Et ce que je comprends pas, c'est que tu disais tout à l'heure, il y avait encore une ligne Boston-Arkham là, et qui passe par Innsmouth. Non. Non. Rien à voir. ok. Non, la Juste seule en plus. ligne qui passe de Arkham à Innsmouth est le bus absolument miteux conduit par Joe Sargent. Son éternelle casquette vissée sur le crâne pour masquer le fait que son crâne desquame. Et bah voilà. Sympathique. L'hôtel Gilman aussi, ah, voilà, ça c'est encore une autre famille régnante de Innsmouth, les Gilman. J'avais mentionné les Marsh et les Sargent. Bon. Ouais. Et les Gilman, donc Jill, ça veut dire branchie, et Ah. man, homme, branchie. Nous avons donc les profonds. L'hôtel Gilman n'accueille jamais beaucoup de personnes. Oui, bah là, il était le seul Clairement. Olmsted. Si vous voulez rejouer ce genre d'aventure, je vous conseille Dark Corners of the Earth, un excellent FPS dont la première heure, vous n'avez absolument pas d'armes. Vous devez investiguer et ensuite aller dans l'hôtel Gilman et vous en sortir chargé Comme vous par pouvez. une demi-douzaine de profonds armés de fusils de chasse. Ça se passe à Innsmouth. Oui. Oui. Oh, c'est cool. Non. Non, parce que Non. parce que la partie de l'évasion de l'hôtel est réputée comme étant extrêmement difficile. Bah, c'était difficile aussi pour le narrateur, pour Innsmouth, pour Olmsted. Oui, mais ça c'était simplement difficile, ce n'était pas impossible. Il me semble qu'à part ça, c'est pas Alone in the Dark, c'est l'appel de Cthulhu, Dark Corner of the World, c'est ça. Mais Alone in the Dark Mais est c'est aussi aussi un inspiré, jeu oui. inspiré par Cthulhu. Oui. Comme Prisoner of Ice d'ailleurs, mais Mais il y a le jeu vidéo, l'appel de Cthulhu, qui est excellent et qui reprend beaucoup de nouvelles. C'est celui qui vient de citer, justement, Dark Corner. Dark Corner. Dark of the Corner, Earth. c'est l'appel de Cthulhu. Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth. D'accord. Sinon, si tu veux déconner, tu joues à Cthulhu Sauve le Monde. Oui, Cthulhu Saves the World. Il est exceptionnel. C'est Cthulhu qui est sur une île et il doit regagner ses pouvoirs en faisant le bien. Merde. Son premier compagnon est une héroïne de manga. Et merde. Oui, voilà, on doit se taper tout ça. Et Oh. on doit rester gentil. C'est... Mais oui, alors Cthulhu, effectivement, vit à Rlier et pas à Huntly. C'est une autre île, mais celle-là, elle est mauvaise. On peut parler presque d'île et vilaine. Donc, Non mais laisse la France où est-ce qu'elle est, là. Voilà. non, mais c'est un podcast francophone et international, donc il faut bien que je parle de la France de temps en temps. Oh, est-ce que c'est vilain. Bon, bref. Il est vilaine. Euh, Et Cthulhu, il est vilain. Donc, Cthulhu est Bon, très allez. très vilain. Enfin, bref. Ça tombe de plus en plus Enfin bas. bref. Vas-y, par surtout Castor, sous l'eau. raconte-nous l'histoire. Surtout sous l'eau. hmm, Alors, il serait emprisonné, mais on ne sait pas pourquoi sous l'eau. Ah si, il a été emprisonné par Nyarlathotep. Na. Il est puni. Par les grands anciens. Non, pas les grands anciens, les vieux anciens, non, Les divinités. Alors, ça, c'est apparu plus tard par les divinités genre Ctanide et autres. Oui, voilà. Par l'homme. C'est apparu plus tard. Donc, au début, on ne sait pas pourquoi il fait bloup bloup sous la Polynésie. Ça, c'est parce qu'il n'a pas renvoyé une chaîne d'email. Et oui, donc quand vous renvoyez, quand on vous envoie des emails, renvoyez, sinon vous allez vous retrouver à Herlier. Même s'ils sont signés H.P. Lovecraft, le plus grand spammeur de l'histoire avant l'email. Pour ça, veuillez consulter quelques minutes avant votre podcast favori. Et j'espère que ça deviendra votre podcast favori. Yeah. Riez. Herlier. Enfin, bref. Toujours est-il qu'on ne sait pas pourquoi au début c'est sous l'eau, mais quand les astres seront propices, alors Rlier émergera et Cthulhu régnera en roi sur le monde. Mais il émerge à un moment dans l'appel Pour de Cthulhu. réémerger, c'était un hasard. C'était un hasard. Il est somnambule. Et il était là, oh, des humains. Bonjour Monsieur Cthulhu, qu'est-ce que vous prendrez comme dessert? Une île flottante. Oui, parce que justement, parce que dans l'appel de Cthulhu, quand il y a justement une Oui, équipe de on voyageurs sait, qui se rendent sur autour de C'est un Herlier. malheureux. Se rendre, le mot n'est pas trop fort.
Voilà, et Se téléporte. l'île émerge. Elle a quelque chose d'assez particulier, c'est cette île, parce que il y a une... Géométrie non euclidienne. Voilà, il y a une architecture qui est faite dessus, qui est non euclidienne. Alors, pour les gens qui s'y connaissent pas, non euclidien, ça veut dire quoi? C'est simple. Ça veut dire qu'il ne correspond pas à la logique mathématique établie par Euclide. Oui, par contre, ça répond tout à fait à des logiques mathématiques établies plus tard par Poincaré, Lobachevsky ou Riemann. À savoir qu'on nie un des postulats d'Euclide. Un des postulats d'Euclide, c'est à partir d'une droite parallèle, on peut construire une infinité de droites parallèles. Par exemple, la géométrie de Lobachevsky, c'est toutes les droites sont parallèles les unes aux autres. Donc, c'est la géométrie de l'espace concave. En effet, si vous prenez un espace concave, imaginez-vous mentalement, je ne peux pas reproduire les gestes au micro numéro 2, donc vous pouvez voir que si vous tracez deux lignes qui se croisent, et si vous imaginez ça à l'intérieur d'une sphère, alors, oui, effectivement, elles seront fatalement parallèles. D'un autre côté, géométrie d'espace convexe. Aucune droite ne sera parallèle l'une à l'autre. Aucune. Oui, Rien, simplement nada. si on change le plan des droites, C'est même pas le plan, c'est c'est l'espace. c'est la surface sur laquelle elle est. C'est l'espace sur lequel il est. On peut avoir des éléments qui sont pas euclidiens parce qu'ils sont pas dans la logique qu'avait établi Euclide, qui était sur un espace en Qui deux est dimensions. Une logique valable, mais qui en est. Il y Bon, en a beaucoup d'autres. C'était la minute culturelle du podcast. Éteins D'ordi. ton ordi. Là, on a perdu El Gringo, je crois. C'est quoi l'émission déjà? Non, parce que là, je me suis dit, tiens, en fait, on est à une convention de mathématiques sur l'architecture ou de l'architecture sur la mathématique. Mais c'était quoi. très important parce que c'était des notions qui Non, mais étaient c'est très importantes à l'époque. Je rappelle qu'un des congrès Solvay se déroulait dans cette époque-là aussi, qui regroupait Rutherford, Marie Curie, Einstein, rien que de la crème. Et je sens que nous perdons notre podcasteur en chef, Monsieur Octorius, qui esquisse un bâillement presque étouffé à côté du micro. J'ai pas bâillé, mais j'ai juste ouvert la bouche. Alors bye bye. Donc, Bon, bref, donc Herlier. Donc Herlier, ouais, il y a une architecture qui n'est pas humaine. alors, relier son île, son architecture, son monstre. Donc, il y a, au centre, il y a Cthulhu, donc la poulpe bavasseuse que notre ami Octorius a décrit plus haut, et qui est donc emprisonné là, et beaucoup de et beaucoup de gens aimeraient bien voir cette île au-dessus de l'eau une fois pour toutes. Beaucoup de gens et surtout une déité, Nyarlathotep, qui a toujours prôné le retour des grands anciens sur Terre. Mais quand ça l'arrange. D'accord. Mais donc, Continue à parler, là, il est concentré, il est en train de passer son coca, il peut pas tout faire en même temps. Je crois qu'il y a aussi la... alors oui, c'est vrai que j'avais souligné tout à l'heure que Octorius était en train de verser. Et il y a un parallèle qu'on peut faire avec l'architecture de Herlier. Il n'y a pas de parallèle, je te dis, c'est non euclidien. De manière imagée, je parle. On peut faire un parallèle entre l'architecture de Herlier et l'architecture de la Cité sans nom, c'est la même civilisation qui a créé ces deux architectures. La cité, son nom, c'est Kadat. En plus, La je crois cité que sans nom, c'est... Non, non, c'est... La cité sans nom, c'est dans le désert. Oui, mais c'est la même architecture, il a décrit de la même manière, avec cette espèce d'architecture non euclidienne. Je ne crois pas, la cité sans nom, c'est autre chose. c'est une vieille cité, en fait. Mais c'est pas la... Ça n'a rien à voir avec Non, Herlier? c'est pas la même... Non, en fait, c'est pas que ça n'a rien à voir, mais c'est que c'est pas les mêmes... Si tu cherches, c'est la cité qui est citée dans l'abîme du temps. Non, la cité sans nom. Oui, c'est ça. La cité, son nom, c'est...
Dans la Bible du temps. Oui, ah oui, bah non, Non, c'est pas les celle-là mêmes. a été bâtie par une race supérieure de serviteurs, la cité sans nom. Ce qui n'est pas du tout le cas de Rie, qui a été bâti par des dieux très puissants. D'accord. Enfin, des dieux, comme on disait tout à l'heure, Une création de Brian Lumley, tout ça, Ctadit, tout ça, Yad Tadak, tout ça. relatif. Oui. Ouais. Je voulais faire Toi, un top 3 des nouvelles que l'on préfère, ou en tout cas dire notre nouvelle préférée à chacun d'entre nous. Ouais, je pense que dire la nouvelle préférée qu'on aime, c'est... Ouais, voilà, la nouvelle préférée qu'on aime. Bah tiens, toi, Druidella. Druidella. Alors, Babybel, elle a bien aimé l'affaire Charles Dexter Ward. Oui, avec l'avocat. Vas-y, L'avocat d'affaires, décris-nous ce que tu en as retiré et ce qui t'a vraiment aimé. Ah, donc, le type, il retrouve. Il apprend plus ou moins en faisant des recherches, machin, il est passionné d'histoire et il apprend qu'un de ses aïeuls était un gros psychopathe. Et il recherche de plus en plus de choses sur lui et il tourne de plus en plus psychopathe au point où il est possédé par son aïeul. C'est bien résumé? On peut dire aussi que c'est le remake du portrait de Dorian Gray, sous une autre perspective. De quel auteur El Gringo? En fait, j'ai essayé de faire Oscar court, moi. Wilde. Et Attendez, quoi? T'as essayé de faire quoi? Le plus court? Ouais, moi j'ai essayé de faire court, tu sais, pour raconter l'histoire au cas où les gens veulent la lire. Parce qu'il n'y avait pas trop de spoil. qui a été repris plus tard par Ghostbusters 2. Voilà, et à la fin il meurt. C'est pas faux. Avec la rivière de slime. Et La rivière de slime. la mort est une porte, le temps est une clé, je reviendrai. Ah oui, c'est dans l'affaire. C'est dans Ghostbusters 2. C'est donc Oui, non. Ça a été pris de Lovecraft. Non. Mais D'accord. c'est clairement la description En de Yog-Sothoth, ce qui est la clé et la porte, et ce qui est D'accord. le dieu sur le temps et l'espace. Voilà, ce qu'il voulait dire en fait, c'est que Mais l'histoire du portrait, l'histoire du portrait est repris de Dorian Gray et que l'histoire dans qu'elle cite, ça fait aussi, c'est aussi une reprise de Dorian Gray. Alors, c'est assez différent quand même du portrait de Dorian Gray. Parce que Oui. là, le type à la base, déjà c'est pas son portrait à Oui. lui. Bah, c'est Et son puis- grand, en fait, si tu veux, son aïeul. Oui. Donc son aïeul, d'une certaine manière, c'est un. Au fur et à mesure qu'il Ça devient lui, soit là. mais c'est pas volontaire ça à a la l'air base. de famille avec Dorian Gray, mais ce n'est Voilà. pas. Ça a le goût de l'aspirine, ça a l'aspect En gros, il y a un d'aspirine, mais ce n'est tableau. pas. Et puis voilà. Non, mais il n'y a pas de tableau là. Si. Quand Mais on bien dit quoi. sûr que si. Je l'ai pas lu alors. je sais Ah, pas. bah non, il y a un tableau. Mais tout lu. J'aime bien les gars qui fait oui, c'est comme dans L'appel Oscar Wilde. l'appel de tout lu. Non, mais L'appel non, de parce que- Enfin, non, je l'ai pas lu. Enfin, si, non, franchement, ouais, bon, bref, merde. Enfin bref. Duracell, c'est quoi ton. Alors, ton préféré clairement, dans l'abîme du temps. Bouh, Alors- copilleur. Alors, dis-moi, pourquoi s'il te plaît cette. Parce que tu l'as pas lu. Eh, blanc dans les deux. Non, mais c'est- Non, un argument un peu plus logique. Ne me ressort pas le même. Alors, pour moi, c'est un tressage très fin entre l'aventure d'un prof d'université à Arkham et des sombres secrets d'histoire par une race complètement inconnue dans un lieu absolument fascinant qui n'était pas très connu à l'époque et qui va attiser votre curiosité, chers amis. Mais c'est un tressage savant donc entre deux ou trois moments de l'histoire. Et cette nouvelle parle quelque part de l'histoire. C'est pas faux. Qu'est-ce que t'as pas compris? Bah non, mais non, je dis c'est pas faux. Parce que. Ouais, ça parle de l'histoire. Il dit que cette nouvelle, il parle de l'histoire. Je l'ai Tu lu. connais Camelot? Quoi? Ah Quand on dit c'est pas faux, c'est qu'on n'a pas compris. non, moi je disais c'est pas faux parce que moi je trouve que c'est vrai. Non mais, C'est que t'es chou. mais va t'es te chou, faire t'aimais. foutre, putain. Non mais sérieux, pour moi je disais que c'est pas faux. Et Non, là, mais parce que ferme-moi. le Non. terme c'est pas faux. Mais ça- non mais je m'en fous, je sais Camelot, j'en ai rien à D'accord. foutre, bordel. Vous arrêtez de me faire caca là. Non. Bah, je suis pas scatophile. Ta vie sexuelle ne nous regarde pas. Mais non, mais bon. Non, mais ce que je voulais dire, c'est dans le sens où je disais c'est pas faux et je vous emmerde.
C'était que, effectivement, c'est intéressant comment on traverse l'histoire, mais comment on sent le lieu qui est hanté par l'histoire, en fait, quand le héros arrive dans la cité sans nom, justement. Le héros, l'anti-héros, quelque chose, oui, effectivement. Ouais, le personnage. Le protagoniste principal. Presque le narrateur, d'ailleurs, oui, le narrateur. Perspective homodiégétique, comme dirait Jean Genette. Et pour moi, c'est la même nouvelle, parce qu'en fait, j'aime beaucoup une des scènes. Toi aussi, c'est la même nouvelle. Oui, c'est dans la même du temps, parce que j'aime beaucoup une des scènes où, en fait, tout d'un coup, et ça décrit beaucoup, d'une certaine manière, cette espèce de sentiment de folie, mais qui nous tire vers des dimensions, comment dire, surhumaines, et puis qui est écrasante pour la conscience humaine, en fait. Parce qu'au bout d'un moment, il voit carrément des milliards et des milliards de démons pour lui, qui sont en fait une race, qui sont en fait la race extraterrestre. C'est des fantômes de milliards, justement, d'êtres extraterrestres qui lui passent à travers et qui s'enfoncent dans cette espèce de monde souterrain. Et j'aimais beaucoup cette image, en fait. Et il y a aussi une perspective de vertige. Oui, voilà, c'est ça. Il y a le vertige des possibles, le vertige des rencontres, le vertige de la confrontation entre lui et les monstres, et le vertige de ce qu'il est en train de réaliser. Lisez la nouvelle, 835 kiloctets. On pouvait l'acheter à la Fnac. Placement de produit. Puis toi ? Alors, moi, ma nouvelle préférée, c'est le Cauchemar d'Innsmouth, ou l'ombre sur Innsmouth. J'adore cette série, j'adore cette nouvelle. Les experts Innsmouth. Les experts Innsmouth. Je crois que c'est un poisson. Quoi un poisson? Mais arrête! Yeah! Ouais, j'adore cette nouvelle parce que il y a tout ce côté mystérieux d'Innsmouth qui n'est pas spécialement ruiné par une explication rationnelle de la ville après que le héros parte de la ville. Elle reste toujours mystérieuse même après son départ. Chose que ferait très bien Derlette, par exemple. Oui. Dans le sens ruiné. Dans le sens ruiné. J'adore le fait que que ceux qui les découvrent, les monstres les profonds qu'il va y découvrir ne sont jamais vraiment décrits de manière objective. C'est toujours par des ombres, par des bruits, par des odeurs. C'est ce côté vraiment mystérieux, délabré et très dramatique, puisqu'il y a certaines personnes qui sont saines d'esprit, qui sont à Innsmouth, et qui Lovecraft montre toute cette espèce d'abandon et de déchéance de la vie de ces personnes. C'est un côté vraiment très dramatique, en même temps qu'horrifique et en même temps que mystérieux. Et aussi à ce côté un peu érudit universitaire, puisqu'il va le héros Robert Umstead va faire Umstead va faire des recherches universitaires après. Donc on a toute une partie très littéraire, très recherche par rapport à des livres. Il y a c'est tout ce côté mystérieux d'Innsmouth que j'adore. C'est pour ça que c'est ma nouvelle préférée. Et notre émission se conclut ici. Nous avions eu à l'époque un problème à la fin, ce qui fait qu'on ne peut pas avoir la conclusion originale. Donc je vous dis à la prochaine pour la deuxième partie de l'émission. J'espère que vous avez apprécié